Chers amis, shalom, pour ceux qui sont déjà là, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Bienvenue, nous sommes à Efrat, Gush Etzion, et on va parler de ce lieu formidable, assez unique en Israël. Plus de 3000 ans d'histoire. On va essayer en une demi-heure de raconter, de résumer, comme le dirait le Rav Hanan Porat, Zichrono Livracha, 3000 ans d'histoire juive, en quelques années d'histoire de quelques localités de Gush Etzion. J'attends encore le feu vert de Michael Ben Admon, que tout est bien vu, que tout va bien, qu'on peut commencer. En attendant, on peut profiter ensemble des vues fantastiques de Gush Etzion, de Efrat. Là-bas, ce que vous voyez, Neve Daniel, et tout ce panorama, toutes ces vues dont on va parler d'ici peu. Une fois le feu vert obtenu, encore une fois. Все друзья, которые присоединяются по-русски, я заранее извиняюсь, это будет трансляция по-французски. Поэтому, кто понимает, добро пожаловать. Кто еще нет, тоже добро пожаловать. Но это будет продолжение, будет по-французски. Вот Яэль, Михаль, Ирина, рад вас видеть. Donc, mes amis, c'était une brève interlude en russe pour des amis russophones qui nous ont rejoints. En attendant la suite, encore une fois le feu vert de Michael avant qu'on démarre. Encore une fois, c'est vraiment un temps idéal pour parler. C'est assez unique. D'un côté ensoleillé, de l'autre suffisamment nuageux pour ne pas être ébloui. Pas seulement de la beauté du paysage, mais ébloui au sens le plus simple du terme, par le soleil. Michael m'a donné le feu vert, donc on peut commencer. On peut commencer, chers amis, nous voilà dans un lieu unique que politiquement on peut appeler territoire, mais aujourd'hui, de manière historique, s'appelait Judée, et encore plus, c'est appelé le cœur de la terre d'Israël. Nous nous trouvons maintenant géographiquement à Efrat, à une douzaine de kilomètres au sud de Jérusalem, c'est-à-dire si je tourne la caméra à droite, eh bien vous voyez le quartier nord de Efrat qui s'appelle la colline de Tamar. S'il n'y avait pas cette colline, eh bien on aurait pu voir déjà Jérusalem à une douzaine de kilomètres d'ici. Maintenant, si je tourne la caméra à l'ouest, eh bien vous voyez une crête, une colline. Là-bas, au-dessus, au sommet de cette colline, vous voyez une localité qui s'appelle Neve Daniel. J'espère que je la filme suffisamment bien. Et puis, vous le voyez là-bas, une tour qui signifie l'altitude de 1000 mètres. C'est-à-dire, en face de moi, c'est 1000 mètres. Ici, où je me trouve à Efrat, c'est environ 800 mètres d'altitude. Jérusalem
Eh bien, ça dépend. Là, le mont du Temple, 740, 745 mètres. La ville un peu plus élevée, 770 mètres. C'est pour ce qui est de l'altitude, pour ce qui est de la topographie. Maintenant, si je continue et je tourne à gauche, eh bien, c'est là-bas le sud déjà de Ephrat. Et si on continue, eh bien, on arrive comme ça à Hebron, Beersheba. Voilà, nous voilà situés. On continue. Maintenant, quelques mots d'histoire. Un personnage fantastique de l'histoire très actuelle, très moderne d'Israël, qui s'appelait le Rav Hanan Porat, Shalom, qui habitait ici et qui était ce qu'on appelle l'un des enfants de Kfar Etzion, qui est né à Kfar Etzion et qui est Kfar Etzion, qui est le premier véritablement Yishuv fondé dans Gush Etzion, dont on parle. Ephrat fait aussi partie géographiquement de Gush Etzion. Eh bien, Hanan Porat a dit que dans l'histoire de l'endroit où on se trouve, de Gush Etzion, eh bien, se résument les 3000 ans de l'histoire juive. Pourquoi est-ce qu'il a dit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a parlé en ces termes? Pas parce que c'est un lieu qui se trouve véritablement sur l'artère centrale qui traverse tout Eretz Israël, c'est-à-dire Derech HaAvot, la voie des patriarches. La voie des patriarches, on va en parler. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez presque la voir en haut de la crête sur laquelle j'oriente la caméra maintenant. Eh bien, vous voyez là-bas des voitures qui passent. Ça, c'est la route numéro 60 qui traverse tout Eretz Israël, pratiquement du nord au sud, de Beersheba jusqu'à Shechem et plus haut, Naplouse et plus haut et plus au nord. Eh bien, si vous continuez quelques centaines de mètres au-delà, eh bien, vous trouverez la Derech HaAvot historique, c'est-à-dire la voie des patriarches sur laquelle, on peut dire, c'est écrit tout le livre de la Genèse, tout le livre Bereshit, à partir de Lech Lecha et jusqu'à Vaïchi. Nos avot, nos patriarches et nos matriarches, eh bien, ont vécu et ont écrit et nous ont légué le premier des 5 Chumashim, des 5 Pétatues, eh bien, sur cette voie, qui, encore une fois, raccorde Shrem au nord jusqu'à Beersheba au sud, en passant naturellement par Beitel, par Ofra, par au centre Jérusalem, par Ephrat, Bethléem, continuant jusqu'à Hebron et jusqu'à Beersheba, les grands centres où habitaient les Avot, où se sont constitués véritablement, où s'est constituée la famille de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pas seulement pour cette raison que Hanan Porat, entre nous soit dit, il faut dire qu'il était aussi député de la Knesset. Il était aussi un des parachutistes qui a libéré le mont du Temple et Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. Il était un personnage qui œuvrait de manière invraisemblable pour réunir les différentes tribus d'Israël dans la lutte pour la libération des Juifs soviétiques, pour la reconquête de la Judée-Samarie. Et c'est un personnage assez emblématique. Il faut savoir qu'il était c'est lui qui a fondé la première localité, le premier Yishuv en Judée-Samarie aussi, moins de 3 mois après la guerre des 6 jours, c'était en septembre 67, et c'était le Yishuv de Kfar Etzion. On ne le voit pas d'ici, mais si je tourne la caméra vers le sud-ouest, eh bien, au-delà du Yishuv de Elazar, qu'on peut voir là-bas, peut-être je vais me placer un peu plus loin, eh bien, j'espère que je tourne bien la caméra, voilà.
vous pouvez voir là-bas des immeubles, c'est El-Azhar. Si vous continuez à vol d'oiseau à partir de El-Azhar encore environ 5-6 kilomètres, eh bien, vous trouverez le yishuv de Kfar Etzion. Qu'est-ce que c'est Kfar Etzion? Kfar Etzion, c'est la première localité fondée ici, dans cette région qui relie Jérusalem à Hebron, il y a environ 80 ans. On va en parler. Mais avant qu'on en parle, je veux rappeler les paroles de Hanan Porat qui dit que dans l'histoire de Gush Etzion se résument les 3000 ans d'histoire du peuple juif. Et maintenant, les minutes qui suivent, je voudrais essayer de suivre cette ligne directrice et présenter tant visuellement que oralement de quoi il s'agit. Lorsque vous regardez ici en bas, pas au-dessus de la montagne, mais en dessous, vous voyez en apparence des champs, des vignes, mais lorsque vous voyez la route là-bas de sable, j'espère que c'est bien vu, eh bien, cette route n'est pas aussi innocente qu'on peut le dire. Le long de cette route passe ce qu'on appelle le canal des puits. Emek Hapirim, ça s'appelle Emek Hapirim en hébreu, la vallée des puits. Pourquoi elle s'appelle la vallée des puits? Parce que c'est par là, par cet endroit, que passait l'aqueduc qui, d'ici, alimentait en haut, EAU, H2O, la ville de Jérusalem. Tant la montagne du Temple, le mont du Temple, que la haute ville de Jérusalem, à l'époque hérodienne, c'est-à-dire il y a 2000 ans, 4 aqueducs différents étaient construits. Tous venaient de cette région qu'on appelle aujourd'hui Gush Etzion, c'est de la région de Hebron et jusqu'à Jérusalem, et qui alimentait la ville de Jérusalem, la population, qui comptait à l'époque, selon certaines estimations, les plus optimistes parlent de plus d'1 million d'habitants durant les fêtes de pèlerinage. Eh bien, naturellement, Jérusalem n'avait pas suffisamment d'eau pour alimenter tous ses habitants, et elle était alimentée, l'eau est amenée d'ici. Maintenant, il faut savoir, on a parlé il y a quelques instants de l'altitude de cet endroit. L'altitude de cet endroit, c'est environ 800 mètres, c'est-à-dire la dénivellation entre ici et Jérusalem. On a à peine quelques dizaines de mètres de dénivellation, alors qu'on a plusieurs kilomètres de route. Et imaginez-vous qu'à l'époque, déjà, on avait suffisamment de connaissances archéologiques, de connaissances topographiques, etc., pour bâtir un aqueduc avec une dénivellation de quelques centimètres tous les 100 mètres, qui est véritablement, jugé par vous-même, et pour que l'eau arrive à Jérusalem, et voilà. Donc là aussi, on voit une histoire hydrographique, si on peut la présenter comme ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est Derech Ahavot? Derech Ahavot dont on a parlé, c'est pas seulement la route des patriarches qui a servi Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel, Léa et leurs enfants il y a 3700 ans. Non, c'est pas ça. C'était une route le long de laquelle aujourd'hui vous pouvez vous promener. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez même par certains endroits y traverser en voiture. Et qu'est-ce que vous rencontrez? Vous rencontrez des énormes mikveh, des mikvaot. Vous rencontrez des signes, ce qu'on appelle des pierres de mille qui ont été placées ici par les Romains. D'ailleurs, cette route a été retapée, rebâtie reposée par les Romains au IIe siècle de l'ère vulgaire. Et vous trouvez énormément de signes de vie. Pourquoi? Parce que à l'époque du Temple, eh bien, les Juifs, par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, empruntaient cette route
pour monter en pèlerinage à Jérusalem. Et donc, ça explique pourquoi vous trouvez en apparence éloigné de tout lieu habité, de tout village ou ville, des énormes mikvaot avec une entrée en un endroit, une sortie, un autre endroit, avec une séparation entre la sortie et l'entrée. Et vous voyez que ce n'est pas pour une personne, pour deux personnes, mais des dizaines de personnes peuvent y entrer. Des mikvaot qui se suivent, il y a des mikvaot vers la région de Bat Ain, plus au sud, il y a des mikvaot tout le long de la route jusqu'à Jérusalem, parce que c'est significatif du mouvement de population qui se faisait. On se trouve presque la veille de Pessah. Et bien maintenant, si on était là il y a 2000 ans, eh bien on trouverait véritablement des caravanes entières de Juifs qui montent à Jérusalem du sud du pays. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire antique. On peut en parler, on peut en dire énormément de choses. Mais je voudrais en venir peut-être à l'histoire plus moderne et expliquer à quoi faisait référence Hanan Porat lorsqu'il parlait du résumé de l'histoire juive qui se retrouve ici. Il faut savoir que beaucoup les Juifs rêvaient de venir s'établir, je parle de l'époque, du début de l'époque sioniste, de l'époque moderne, de la Renaissance juive en Eretz Israël, voulait établir des yishuvim, des localités, entre Jérusalem et Hebron. Entre Jérusalem, une terre aussi empreinte d'histoire biblique, d'histoire mishnaïque, d'histoire talmudique, d'histoire de toutes les époques de notre vie sur notre terre. Et c'est pour ça que en 1927, c'est la première tentative qui réussit avec un groupe de personnes qui viennent s'établir dans un endroit qui s'appelle Migdal Eder. Migdal Eder, en fonction du nom donné à ce lieu par Yaakov Avinu, dans la paracha qui relate la mort de Rachel. Migdal Eder, aujourd'hui, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Tzom Agouche. Tzom Agouche, c'est-à-dire c'est le point le plus focal, le plus central de Gush Etzion. C'est là-bas qu'ils ont établi cette localité. Une localité très intéressante. Elle était formée de Olim Chadashim venant du Yémen et de Juifs Cheredim qui venaient de Géoula, de Mea Shearim, avec à leur tête aussi le Rav Kasher, le Rav Hillel Kasher, auteur de beaucoup de livres, Atkufa Agdola, etc. Et ils se sont établis ici. Ils n'ont pas beaucoup tenu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les conditions climatiques n'étaient pas aussi favorables qu'aujourd'hui. La neige est tombée. Les Juifs du Yémen, ils croyaient, ils y ont vu de la manne céleste. Ils n'ont jamais vu de la neige naturellement au Yémen. Bon, ils ont quand même passé cet hiver, mais ensuite est arrivée l'année de 1929. C'était les Praot Tarpat, c'est-à-dire les pogroms organisés par les Arabes dans toute Eretz Israël, mais essentiellement, on connaît le pogrom qui a eu lieu à Hebron avec le massacre de 67 Juifs qui habitaient là-bas depuis près de 500 ans et l'exil de tous les autres. Ce qui est intéressant, c'est que les Juifs qui habitaient à Migdal Eder, les premiers Juifs de ce qui sera appelé ensuite Gush Etzion, dont on a parlé, eh bien, ils ont été sauvés par les Arabes de Beit Oumar, du village pas très lointain. Ils sont venus les avertir, ils leur donnaient abri ou leur dire de fuir. Bon, c'était la première tentative qui a duré 2 ans, qui n'a pas marché, qui a échoué, mais allait passer moins de 7 ans et arrive ici un juif qui s'appelle Shmuel Holtzman, et qui est un aventurier, un agronome, un sioniste, un financier, une personne qui a beaucoup, comment dire, d'acquis
et qui dit, bah, moi je veux rétablir ici des yishuvim, des colonies de peuplement. Il s'appelle Holzmann, il donne le nom de Holz, c'est en allemand bois, en hébreu etz, c'est pour ça qu'on appelle cela Gush Etzion. Encore une fois, même cette deuxième tentative, elle ne va pas durer. Et pour la troisième fois, après les pogroms arabes qui commencent en 1936, eh bien, ça va, encore une fois, ça va durer quelques années et ça va échouer. Et c'est pour ça que quand la troisième fois, ces yishuvim veulent se rétablir, eh bien, ils y pensent à plus d'une reprise. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un groupe de juifs qui est établi, qui sont venus, qui ont fait leur aliyah pour la plupart de Pologne, dans le cadre du mouvement de jeunesse Bnei Akiva, et aussi à Shomer Hatati, si je me rappelle bien. Ils sont établis dans le nord d'Israël et ils attendent ce qu'on appelle d'être répartis. Maintenant, on est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde sait ce qu'il en est des Juifs d'Europe, la Shoah, et on leur propose à plusieurs reprises à ce groupe de jeunes établis à Kfar Pines de venir s'établir ici. Maintenant, ils envoient ce qu'on appelle des sentinelles, ils envoient des gens pour prendre connaissance des lieux. Les gens après ils viennent leur dire, écoutez, c'est fantastique, c'est entouré d'Arabes les plus hostiles qui soient, les terres les mieux labourables, les plus favorables à l'agriculture, eh bien, elles sont toutes déjà, elles appartiennent aux Arabes. Ce qu'on nous propose, ce sont des sommets de collines et de montagnes très parsemées de pierres, etc., incultivables pratiquement, donc il faut refuser. La première fois, ils refusent, la seconde fois, encore une fois, ils refusent, la troisième fois, ils reçoivent encore une fois une proposition de la Sornout, du Keren Kayemet, écoutez, c'est ce qu'on peut vous offrir, venez vous établir, sinon pas d'autre choix. Et ils disent, vu que tous ont leur famille en Pologne et ils savent ce qu'il en est, eh bien, ce qu'ils font, ils font un vote. Ils font un vote où ils disent, écoutez, ce vote, il doit être, si je ne me trompe pas le vote de deux tiers des voix, ou quoi qu'il en soit, la majorité absolue qui doit voter pour, de tous les gens de cette kvoutsa, de ce groupe, et l'une des personnes dont le père faisait partie de ce groupe, Yochanan ben Yaakov, eh bien, elle a dit, on a tout simplement, ce qui nous a fait voter, ce sont les votes, ce sont les bruits du chemin de fer de nos proches qui sont en route pour Treblinka, pour Auschwitz, et on n'a pas pu refuser, et on a voté à majorité absolue de venir nous établir ici. Et c'est ainsi qu'à partir de 1943, vont s'établir ici d'abord le kibbutz Kfar Etzion, et ensuite trois autres kibbutzim, Mesuat Yitzhak, Ein Tzurim et Revadim. Trois de ces kibbutzim appartiennent à Mizrahi, Tzionut Adatit, le sionisme religieux. Un kibbutz, Revadim, eh bien, il faisait partie du Shomer Hatzair, le parti socialiste à l'époque, on pourrait dire beaucoup plus que socialiste, marxiste, pro-soviétique. Les quatre se sont établis ici et maintenaient des relations plus que favorables. Il y a des images, développer l'agriculture, développer la Torah, développer la défense. Effectivement, on a parlé de Holzmann, eh bien, il a importé d'Amérique du Sud, d'Uruguay, des cultures qui n'existaient pas ici. La papaya, d'autres fruits qui n'étaient pas cultivés jusque-là. Ici, il y avait un système d'irrigation fantastique. Et puis, on voit des photos les plus
célèbres photos de Kfar Etzion et qui sont d'ailleurs restées très symboliques de ces lieux jusqu'à aujourd'hui, où des gens qui à la fois, eh bien, ils tiennent la pelle, la charrue, ils sont là avec leurs bêtes et avec leurs outils de travail, et d'un autre côté, le soir, à midi, etc., ils sont là en train de prier avec les Gemarot, les Talmuds ouverts à étudier, à savoir unir le travail spirituel, le travail et le travail physique, très symbolique. Maintenant, tout cela dure jusqu'en 47. En 47, eh bien, se passe le vote à l'ONU, le vote de partage, la décision 181, qui partage Eretz Israël entre le peuple juif et le futur État juif, État d'Israël, et les Arabes, avec l'État arabe qui, lui aussi, a été voté dans le cadre de cette révolution. Et le lendemain, véritablement, du jour du vote, du 29, eh bien, commence ce qu'on appelle la première phase de la guerre d'indépendance, avec l'attaque des forces irrégulières arabes, avant tout, des routes. Et ce qui se passe, c'est que Gush Etzion est coupé de Jérusalem, est coupé de de ces lieux de ravitaillement. D'ailleurs, Jérusalem aussi, elle est coupée du reste du Yishuv, mais c'est-à-dire, à plus forte raison, Gush Etzion est coupé de Jérusalem qui est coupé. Donc l'État ici, il n'est pas fantastique. Et de plus, naturellement, bon, il est attaqué de plusieurs endroits. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent la colonne Lamed Hey, la colonne des 35, qui a été envoyée ici en Shvat, en janvier 48, eh bien, qui est devenue une colonne, enfin, véritablement comment dire, c'est à sa lumière qu'ont été éduqués des centaines et des centaines de milliers d'enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que ces 35 soldats, qui étaient chacun un personnage fantastique, des étudiants les plus renommés de l'université hébraïque de Jérusalem, des médecins, etc., qui sont venus en renfort, apporter un renfort à Gush Etzion, et qui sont tombés en route. Tous les 35, ils n'ont pas pu arriver, ils sont tombés dans ce qu'on appelle aujourd'hui Kibbutz Lamed Hey, c'est à quelques kilomètres, environ 5-6 kilomètres d'ici, sans arriver à parvenir à Gush Etzion. Bon. Maintenant, la veille de la déclaration d'indépendance, quelques mois avant, arrive ici un commandant de la Haganah. Il s'adresse aux dirigeants des quatre Yeshuvim, et il leur dit, écoutez, vous savez, c'est vous savez que vous vous trouvez sur la route entre Hebron et Jérusalem. Et vous savez que cette route, eh bien, sera empruntée par la Légion arabe, qui est véritablement l'armée la mieux équipée, la mieux formée du monde arabe à l'époque, commandée par des commandants anglais, et aussi armée par l'Angleterre, etc. Eh bien, vous êtes les seuls à vous trouver sur la route de Jérusalem, qui peuvent leur couper l'arrivée à la capitale juive, à la future capitale juive. Et donc vous pouvez être comme Elazar. D'ailleurs, le combat des Maccabées, des Maccabim, le Yishuv de Elazar qu'on voit là-bas, eh bien, il a été nommé au nom du Elazar HaMaccabi, qui s'est jeté, comme on le sait, sous le
l'éléphant de celui qui croyait être le commandant des Grecs. C'était le 5e combat des Maccabim pendant les guerres des Maccabim qui les opposaient à la puissance séleucide, à la puissance grecque séleucide. Eh bien, ce commandant de la Haganah, si je me rappelle bien, c'était Igal Yadin, eh bien, il dit à ces personnes, écoutez, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez sauver Jérusalem. Vous pouvez sauver Jérusalem en coupant la route de Jérusalem aux armées de la Légion arabe, aux armées jordaniennes de cette époque. Tout va bien? Ça va? On continue? Ok. Ok. Et effectivement, les soldats de ces quatre kibbutzim, ne cessent de sortir de leur kibbutzim pour attaquer les forces jordaniennes sur la route, à tel point que les Jordaniens comprennent qu'ils ne pourront pas arriver à Jérusalem s'ils ne vont pas détruire avant cela, occuper et détruire les 4 yeshuvim de Kfar Etzion. Et des combats très très difficiles sont livrés ici. Il y a même des histoires anecdotiques qu'on pourra raconter. Il y a énormément de she'elot qui se posent au niveau de la halakha. Comment est-ce qu'on doit se conduire? Est-ce qu'on peut par exemple creuser des tranchées le Shabbat? Creuser les tranchées de Shabbat pour préparer la guerre, etc., etc. Et il faut dire que le 1er mai de 1948 tombe aussi un Shabbat. Et les gens donc du kibbutz de Revadim posent aussi la question, est-ce qu'on peut creuser des tranchées un Shabbat qui tombe le 1er mai? Bon, il ne pose pas la question au sujet du Shabbat, mais il pose, est-ce qu'on peut travailler le jour de la fête durant laquelle on célèbre les ouvriers, les prolétaires, les travailleurs, etc., etc. Bon, la réponse qui est reçue par les kibbutzim religieux, et bien naturellement, quand il s'agit de pikuach nefesh, de sauver des vies, eh bien on peut creuser des tranchées le Shabbat, mais dans le kibbutz Revadim, le Shabbat qui est tombé le 1er mai, eh bien on ne creusait pas. Pourquoi? Parce que le jour du prolétaire, c'est très simple, on doit chômer, on ne peut rien faire. Un dogme est un dogme. Cela dit, le lendemain, naturellement, tout le monde est retourné au travail pour tenir tête aux Jordaniens. Maintenant, il y a une histoire que j'ai encore pour l'instant passée sous silence et qui est très importante. J'ai dit que Yochanan ben Yaakov et le Rav Hanan Porat, ils sont appelés avec quelques centaines d'autres personnes Yaldei Kfar Etzion, les enfants de Kfar Etzion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une chose très simple, c'est que quand les gens, les habitants de ces yeshuvim, ils ont vu que véritablement ils auraient beaucoup de peine à tenir tête à la Légion arabe, eh bien ils ont voté pour évacuer les femmes et les enfants. Et ces femmes et ces enfants ont été évacués, si je ne me trompe pas, en janvier 48, c'est-à-dire quelques mois après que les combats aient déjà commencé. Ils ont été évacués, ils ont été placés à Jérusalem, dans la nouvelle ville de Jérusalem, ce qu'on appelle le monastère de Ratisbonne, pas parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient être accueillis à l'époque, et ils ont depuis grandi dans l'esprit et dans la connaissance de tous les plus minimes détails de leur kibbutzim. Ils ont tous grandi sans père. On va voir pourquoi, parce que effectivement, la veille de la déclaration d'indépendance, eh bien, ces yeshuvim, ils sont tombés. Il y a une histoire à ce sujet où le commandant à cette époque
de la brigade de Harel qui se trouvait au Castel. Le jour de l'indépendance, on est venu l'appeler. On est venu l'appeler pour lui dire, bah, écoutez, commandant, je vous félicite. Qu'est-ce que vous pouvez vous féliciter et dire, bien, vous n'avez pas entendu, Ben Gurion a lu la déclaration d'indépendance. On est devenu un État indépendant. Et puis ce commandant de la brigade, il le renvoie et il dit, bah, regarde ce que moi je vois. Et puis Castel, vous savez, c'est sur la route qui relie aujourd'hui Jérusalem à Tel Aviv. Mais c'est un lieu aussi très, très élevé. Et cette personne regarde dans ses jumelles. Et il regarde maintenant, tu vois là-bas les champignons, des énormes champignons de fumée. Eh bien, c'est les Yeshuvim. C'est les Yeshuvim de Gush Etzion qui sont mis à feu par la légion arabe. Cette personne qui était le commandant de la brigade Harel à l'époque, c'est Yitzhak Rabin, et c'est lui qui a raconté cette histoire où il se trouvait le jour de l'indépendance, ce qu'il faisait. Mais avant d'avoir mis à feu les Yeshuvim, eh bien, les Jordaniens, une fois avoir conquis, pénétré dans les kibbutz après des combats d'une férocité invraisemblable. Véritablement, enfin bon, je ne peux pas passer tous les détails, mais c'était des combats incroyables. C'était le jour où Kfar Etzion est tombé, c'était le jour où il y a eu le plus de morts durant de toute la guerre d'indépendance. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. C'est parce que une fois le kibbutz conquis, eh bien, les Jordaniens ont dit, bah, écoutez, on va faire une photo maintenant de toutes les personnes qui nous ont tenu tête quand même, comme présentées en tant que lauriers. Ensuite, toutes les personnes se sont rassemblées. Un photographe a été mis derrière le photographe, se trouvait une charrette recouverte avec une toile. Et puis, une fois la photo prise, eh bien, la toile a été levée et derrière cette toile, eh bien, il y avait des mitrailleuses qui ont mitraillé toutes les personnes. C'était environ 240 personnes qui sont tombées à la défense de Gush Etzion. 3 personnes sont restées en vie. On peut voir tout cela dans le musée de Gush Etzion. 3 personnes sont restées en vie qui ont réussi à fuir et à se cacher parmi les morts. Et c'est ensuite que le jour de la mémoire des soldats de l'armée d'Israël tombés dans les guerres d'Israël, qui a été fixé la veille du jour de l'indépendance. Une des raisons principales, on pourrait dire pourquoi est-ce que ce jour a été fixé à cette date, c'est à cause de ce qui s'est passé, des 4 Yeshuvim de Gush Etzion, Kfar Etzion, Emek Tzurim, Ein Tzurim, Mesoot, Yitzhak et Revadim, qui sont tombés ce jour-là, mais ils ne sont pas tombés en vain. Quand ils sont tombés, il faut savoir, il y a un nom de code qui existait, et bien on a entendu dans tous les réseaux, Amalka Nafla, la reine est tombée, c'était le nom de code de ces Yeshuvim, Amalka. Et Ben Gurion, après cela, il a dit, eh bien, Amalka Nafla, mais c'est ces 4 Yeshuvim qui ont sauvé Jérusalem, qui n'ont pas permis Jérusalem, la nouvelle ville, la vieille ville, on sait, elle est tombée, mais la nouvelle ville a subsisté grâce aux 4 Yeshuvim de Kfar Etzion. Maintenant, ce qu'il en est resté, pendant 19 ans, jusqu'à la guerre des 6 jours, il est resté de ces Yeshuvim une seule chose, et ça s'appelle Alon Aboded. L'être, le bois, Alon, je crois que c'est être, corrigez-moi si je me trompe, solitaire, Alon Aboded, qui était solitaire, qui était un arbre en plein milieu
des Yishuvim qui a été planté il y a 700 ans. Et c'était le seul arbre qui était visible de Jérusalem qui était entre nos mains entre 49 et 67, entre la guerre d'indépendance et la guerre des 6 jours. Et ces enfants dont on a parlé, les enfants de Kfar Etzion, ils allaient se rassembler dans différents endroits, certains au sud de Jérusalem, Rachel, Kibbutz Rachel, et d'autres vers Beitar, pas la Beitar actuelle, mais Yishuv qui se trouvait à la frontière, et ils se rassemblaient et ils contemplaient l'arbre, le Alon Aboded, et leur mère, eh bien, il leur disait, écoutez, ce que vous voyez là-bas, eh bien, c'est là où vous êtes nés, et c'est là où vous allez revenir. C'est là où vous êtes nés, et c'est là où vous allez revenir. Et effectivement, 19 ans se sont passés, et tous ces enfants, une fois annoncé la libération de Kfar Etzion, ils ont demandé la permission, ils combattaient, ils avaient l'âge, ils avaient 19, 20, 21 ans. Ils combattaient pour beaucoup dans les forces combattantes, dans les forces parachutistes, etc., etc. Et puis, ils ont demandé à leur commandant le droit de quitter leurs unités immédiatement après la guerre de 6 jours et d'aller à pied voir ce qu'il en était de Kfar Etzion. Et comme je l'ai dit, Hanan Porat était le premier à venir s'adresser au premier ministre israélien à l'époque, Levi Eshkol, en lui disant, écoute, regarde, on doit revenir à Kfar Etzion, et il y a la fameuse phrase de Levi Eshkol, il leur dit, Lechu ingele, allez en yiddish, allez-y les enfants, revenez, et en septembre 67, on est revenu ici, et depuis, vous voyez, c'est en train de foisonner, il existe maintenant ici près de 25 Yishuvim, plus de 30 000 juifs. Si on compte aussi Ephrat, eh bien, on arrive à plus de 45 000 juifs qui habitent ici, qui se développent, des dizaines de Yishuvim, et c'est pour cela que Hanan Porat, eh bien, il disait que l'histoire de ce lieu résume l'histoire de toute l'histoire du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus une première fois, premier temple, ça n'a pas marché. Ils sont venus une deuxième temple, ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Mais la quatrième fois, on peut réduire, troisième fois, c'est-à-dire on est revenu, et c'était pour l'éternité, et c'était pour tenir, pas pour quelques années, pas pour 2 ans comme c'était la première fois, pour 3 ans comme la deuxième fois, pour 4 ans comme c'était la troisième fois, mais pour l'éternité, Be'ezrat Hashem. Et c'est pour ça qu'effectivement, Gush Etzion, Kfar Etzion, c'est pas par hasard qu'il se trouve sur ce qu'on appelle l'artère névralgique de l'histoire, de la géographie juive, israélienne, tant moderne que biblique, talmudique, etc. C'est que visiblement ici, lorsque vous achetez un appartement, vous ne le choisissez pas pour son intérieur, mais vous le choisissez pour son extérieur, qui a lui aussi beaucoup d'intérieur. Donc, chers amis, je crois qu'on a déjà, on a beaucoup dépassé le temps. Voilà. Eh bien, je vous salue tous. C'était un grand plaisir, et Bezrat Hashem, à vous retrouver bientôt. Pour tous ceux qui parlent moins bien que français, que russe ou qu'hébreu, eh bien, je vais dire quelques mots en russe. Я извиняюсь перед всеми те, которые говорят по-русски, но это была передача по-французски, поэтому надеюсь, что хотя бы визуальную ее часть вы поняли. Опять же, это с моего дома, Эфрат, Гуш Этзион. Это было пару слов про историю Гуш Этзиона, которая в себе заключает всю историю еврейского народа. Voilà. Tout de bon. Kol Tov, Chodesh Tov, Shavua Tov, Bsorot Tovot, Leitraot, Vepesach Kasher Vesameach. Et encore une fois, dernière chose, c'était bien entendu de la part Atid Israël, une initiative fantastique
les lieux d'Israël. Bezrat Hashem, on va continuer. Kol Tov.